du côté des émergents avec Bruno Vanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Genway Asset. Comment se positionnent finalement les émergents aujourd'hui? On est à une période toujours intéressante à regarder, celle de la rentrée. En plus, on a eu Jackson Hole avec l'expression de Janet Yellen pondérée ou accentuée peut-être par Stanley Fischer. Comment est-ce que du coup on regarde évoluer les marchés émergents? D'une part, on constate effectivement que depuis 2 mois et demi, 3 mois, en fait, depuis, ou même presque depuis spécifiquement l'événement annoncé comme absolument majeur en Europe, le Brexit, fin juin, depuis ce moment-là, on a une vraie reprise des actions émergentes. C'est assez spectaculaire, hein, il faut le préciser, et surtout un décalage assez fort entre la performance émergente et les performances européennes ou même américaines. Les émergents surperformant de manière très nette depuis cette date et maintenant depuis le début de l'année, chose qui, je vous le rappelle, n'est pas arrivée depuis de nombreuses années. Ouais. Hein. Et donc on a l'impression, est-ce qu'on est vraiment à un retournement de tendance pour le moyen terme? C'est bien évidemment la question que va se poser beaucoup d'allocataires d'actifs, d'investisseurs aujourd'hui à l'issue de la rentrée. Parce qu'il y a la tendance, effectivement, c'est toujours intéressant de voir le chiffre plutôt dans le haut d'un palmarès ou ceci, cela, mais reste à savoir s'il y a de l'engouement, si les investisseurs répondent présents. Est-ce que les flux, par exemple, on les avait annoncés, très européens, et puis finalement ils ne sont pas là en Europe, enfin plutôt ils en sortent. C'est pour aller où? C'est pour aller notamment aux émergents. Alors c'est vrai flux que nous disent quoi? Les flux depuis un mois et demi, 2 mois se sont nettement retournés. On a quand même plusieurs dizaines de milliards qui sont revenus sur les actions émergentes, sur la dette émergente. Au total, ça fait quand même des montants assez importants, certes qui n'ont pas encore la mesure des sorties qu'on a pu constater au cours des dernières années. Donc le solde reste négatif, mais le solde reste largement négatif, mais clairement la tendance est en train de s'inverser. Donc il y a quand même des investisseurs américains, européens qui commencent à se réintéresser, qui réinvestissent dans cette classe d'actifs. Pour autant, on peut pas dire non plus que l'engouement est excessif. Clairement, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on est encore sur des moyennes assez basses d'investissement sur la classe d'actifs. Donc, de manière générale, j'ai envie de dire, les investisseurs globaux, les allocataires d'actifs, notamment européens, sont encore largement sous-pondérés sur les actions émergentes. Mais effectivement, ce mouvement qui ne va pas dans leur sens aujourd'hui commence sans doute à les inquiéter, à les titiller. Et on voit quand même que certains d'entre eux commencent à remettre un pied dans cette classe d'actifs. Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que ça va se retourner pour retourner sur la tendance des 4 à 5 dernières années ou pas? Bien évidemment, c'est la question cruciale pour cette rentrée. On estime pour notre part qu'il y a un élément quand même fondamental microéconomique qui n'était pas là avant et qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les entreprises dans ces pays-là sont plus attrayantes, sont en meilleure santé, nous fournissent des raisons de les regarder, de les apprécier et de décider d'aller y investir? Alors, on valorise, on évalue la qualité des entreprises et de leur cours de bourse à l'aune de leurs résultats, de leurs perspectives de création de valeur, de création de cash flow et de bénéfices. C'est vrai que là, sur les derniers chiffres, notamment sur le dernier trimestre, le deuxième trimestre 2016 ou le premier semestre pour certaines entreprises qui ne donnent que les résultats 2 fois par an, on a quand même globalement de bons chiffres, hein. Ce qui est nouveau, j'ai envie de dire, quoi. On a été plutôt très habitué à avoir des chiffres globalement décevants et qui entraînaient des révisions à la baisse des prévisions bénéficiaires et globalement tous les ans, entre ce que prévoyaient les analystes début janvier et ce qu'ils avaient à la fin de l'année, on avait 20% de chute à peu près sur les prévisions bénéficiaires. C'était un peu le tarif au cours des dernières années. Ce n'est plus le cas, quoi. Alors non pas qu'il n'y a plus du tout de révision à la baisse, parce qu'il y en a toujours quelques-unes, mais elles sont beaucoup plus anecdotiques, alors qu'avant c'était plutôt la règle générale, quoi. Qu'est-ce qui explique ce mieux? Ça vient notamment des matières premières? Notamment, effectivement, des matières. On peut dire que les producteurs de matières premières n'ont pas été aidés jusqu'à la fin de l'année dernière avec la baisse très forte
du prix de ces matières premières. Bon, depuis le début de l'année, on a une reprise quand même du prix du pétrole, du prix du minerai de fer, du cuivre, même si elle n'est pas encore très importante, mais néanmoins, elle permet donc à ces entreprises de stabiliser leurs bénéfices, même si, encore une fois, on n'a pas encore des croissances très fortes. Par ailleurs, dans certains secteurs de croissance, et c'est plutôt nous notre tasse de thé, on préfère plutôt investir dans la croissance que dans les secteurs très cycliques, on a quand même de très beaux résultats. Les secteurs Internet, technologie en Asie sur la première moitié sont très très bons. Et de fait, des sociétés comme Tencent en Chine, qui est l'équivalent de Facebook, touchent avec ses plus hauts historiques boursièrement, et parce que les résultats sont vraiment impressionnants. Il y a une question qu'on peut se poser quand même, à la frontière d'ailleurs de l'accueil que les marchés réservent à ces entreprises émergentes et puis à cette zone émergente dans l'absolu, c'est ce qui s'est dit à Jackson Hole. Est-ce que vous imaginez que la perspective de voir la Fed remonter une ou deux fois en fonction de qu'on écoute Yellen ou Fischer peut changer la donne ou pas. Tout à l'heure on nous disait non, a priori si c'est bien expliqué, si c'est bien annoncé, les émergents seront saufs. Non, voilà, c'est toujours un peu le sujet qu'on a au moment d'un changement de politique monétaire. Globalement, on comprend bien que des taux, de toute façon, des taux trop bas, une politique monétaire trop laxiste, c'est pas forcément très bon à moyen long terme. Ça permet à certainement de relancer la machine, mais clairement, instituer un relâchement monétaire de cette ampleur n'est pas forcément un bon signe. Donc que la Fed américaine revienne à bonne fortune sur une politique monétaire plus normalisée, j'ai envie de dire, au cours des prochains mois, c'est finalement à moyen terme plutôt une bonne chose. Ça traduit aussi la bonne santé de l'économie américaine. N'oublions pas quand même que c'est la première économie du monde et quand les États-Unis vont plutôt bien, ça s'en ressent positivement à peu près partout dans le reste du monde. Donc il n'y a plus l'espèce de poids qu'il y avait eu au moment du tapering, au moment de la montée vers la première remontée de taux. C'est vrai qu'à ces moments-là, on a toujours rien, parce que simplement on croyait vraiment fortement à une inversion de flux, tout simplement, en se disant ceux qui se sont endettés en dollars pour aller acheter des devises émergentes ou spéculer sur de l'immobilier dans les pays émergents, le jour où les taux d'intérêt remontent, forcément leur carry trade, le coût du financement pour eux augmente. Ils vont donc inverser les flux. C'est ce qui s'est passé en 2013 sur le tapering, sur les velléités de fin de la politique monétaire trop laxiste. Aujourd'hui, on a passé ces événements, j'ai envie de dire, quoi. Alors, on peut néanmoins préciser que quand même que depuis c'est-à-dire que les marchés se sont fortement remontés depuis le Brexit, nous aussi dans la perspective que le Brexit entraînerait une politique monétaire plus accommodante aux États-Unis, en Europe, et donc une partie des marchés ont monté quand même un petit peu là-dessus, quoi. Donc j'ai envie de dire, si effectivement si on écoute à la lettre le discours de Yellen ou de Fischer la semaine dernière, on devrait pouvoir s'acheminer vers une deuxième, peut-être troisième hausse des taux. Ça pourrait calmer un peu le jeu sur la hausse récente. Et finalement, ce ne serait pas une mauvaise idée. Je pense et je suis persuadé que sur cette baisse-là, qui serait assez plutôt un signe de bonne santé, il faudrait racheter le moyen terme, parce que le moyen terme, on s'aperçoit que les économies émergentes, pour certaines qui a une croissance négative, notamment en Amérique latine, pendant plusieurs années, on est en train quand même de se stabiliser, et 2017 devrait voir de meilleurs chiffres macroéconomiques, avec un environnement monétaire là aussi qui risque de s'améliorer. N'oublions pas que les pays émergents n'ont pas des taux à zéro. Eux, ils ont des taux bien plus élevés, donc ils ont une marge de manœuvre que n'a plus l'Europe ou les États-Unis. Donc 2017 s'annonce quand même plutôt bien de ce point de vue-là. Je pense que ce sera une occasion pour augmenter les expositions sur les pays émergents. Si vous nous avez convaincus, si on a envie de vous suivre, Bruno Vanier, quelles sont les pistes d'investissement majeures que vous avez envie de nous préconiser en cette période de rentrée pour
initier, renforcer ou vraiment appuyer sur cette classe émergente? Alors, comme toujours, certaines bourses anticipent plus vite que d'autres. Donc, il est toujours, je pense, plus prudent, quelque part, d'investir dans un fonds global émergent qui va investir sur plusieurs pays émergents, de la Chine au Brésil. Pour notre part, dans notre fonds global émergent, c'est vrai qu'on s'est repondéré sur des régions qui allaient très mal avant et dont le retournement est en train de se préciser. Je pense au Brésil en particulier. La devise s'est bien réappréciée. Elle pourrait revenir un petit peu. Mais on a de très belles sociétés industrielles au Brésil qui ont un effet de levier opérationnel important, quoi. En d'autres termes, aujourd'hui, elles tournent en sous-capacité. Le fait d'augmenter un peu le carnet de commandes pour ces entreprises permet tout de suite d'améliorer sensiblement les perspectives bénéficiaires. Donc je pense qu'il faut avoir une partie investie sur j'ai envie de dire, ces sociétés industrielles qui sont dont les perspectives pourraient s'améliorer. Et par ailleurs, sur des grandes sociétés, j'ai envie de dire, de croissance, là plutôt en Chine, en Inde, voire au Mexique, même si le Mexique a une incertitude avec l'élection américaine. Mais sur ces grands groupes de croissance, je crois que ils ne nous déçoivent rarement, quoi. Encore une fois, là au second trimestre, on a de très beaux chiffres. Je pense que investir sur faiblesse sur ce genre de société pour le long terme, c'est clairement ce qu'il faut faire. Hein. Est-ce que la Russie est un débouché qui vous intéresse également? Absolument, parce qu'on a plusieurs sons de cloche qui, ces derniers temps, nous disent c'est en train de s'améliorer, la Russie, ça redémarre. Ce qui se passe en Russie pourrait se passer au Brésil, par exemple, un peu plus tard. Donc c'est un exemple, là, j'ai envie de dire, à suivre d'un point de vue économique. On ne parlera pas de politique mais dans cette émission. Mais d'un point de vue purement économique, on a un pays qui a fait des ajustements assez douloureux en 2015. En 2016, l'économie est en train de se stabiliser, voire d'être légèrement positive au second trimestre. On a des secteurs qui sont bien consolidés. Je pense particulièrement au secteur bancaire. Et donc les perspectives sont indéniablement meilleures pour les entreprises russes. Je pense à Sberbank, par exemple, la première banque du pays. Alors, on est moins excité, j'ai envie de dire, par des sociétés dans le gaz, notamment comme Gazprom, parce qu'une société d'État très, très compliquée, dont la stratégie n'est pas forcément en ligne avec celle que nous, actionnaires minoritaires, on serait dans le cas où on investissait dans Gazprom. Donc, on préfère se tenir à l'écart des grands groupes étatiques, pas simplement en Russie, du reste dans beaucoup de pays ailleurs, mais globalement sur des entreprises plus, j'ai envie de dire, de taille plus humaine. Il y a des choses très intéressantes à faire en Russie. Nous-mêmes, nous avons presque 6% de notre fonds global émergent, GEM Equity, investi sur ce marché. Et bien voilà le focus proposé aujourd'hui par Bruno Vanier pour Genway Assets sur le monde émergent. Merci beaucoup. Merci.